décolonisation, le Vietnam. Épisode 2, du Vietnam à l'Indochine. Bonjour. Si vous allez un jour au musée des missions étrangères de Paris, vous pourrez y voir un tableau représentant le prince Can. Fils de Nguyen Anh, ce prince fut envoyé en France par son père avec Monseigneur Pignot de Béarn, cet évêque dont nous avons parlé la semaine dernière, si vous vous rappelez bien. La mission du prince et de l'évêque était de demander de l'aide à la cour du roi Louis XVI dans la lutte du futur Gia Long pour reconquérir le pouvoir. Cette lutte va aboutir, vous vous rappelez, en 1802 avec la création du Vietnam, royaume unifié de la frontière chinoise au delta du Mekong. Pourtant, ce royaume va disparaître avant la fin du XIXe siècle. Pour le comprendre et comprendre aussi comment le prince Can s'est retrouvé à Versailles, il faut faire un petit retour en arrière et parler de la présence catholique au Vietnam. Les premiers catholiques à arriver dans l'actuel Vietnam sont des jésuites, chassés du Japon et qui débarquent dans la vallée du fleuve Rouge au XVIIe siècle. Ils ont plus de succès dans la vallée du fleuve Rouge et on compte au milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire 50 ans après leur arrivée, 200 à 300 000 fidèles dans le Dai Viet. Ce qui est non négligeable dans un pays dont on estime à l'époque qu'il compte à peu près 8 millions d'habitants. Ces fidèles catholiques sont plutôt recrutés dans les couches inférieures et la paysannerie. Néanmoins, quelques aristocrates et des lettrés se convertissent aussi. Deux exemples. Une sœur du seigneur Trinh. Les Trinh sont, je vous le rappelle, les seigneurs qui règnent au nord à cette époque, mais aussi des lettrés. Un des mandarins les plus brillants du XIXe siècle, Nguyen Truong To, était par exemple catholique. Soit dit en passant, le vestige le plus important de la présence catholique au Vietnam, c'est bien sûr le système de transcription romanisée du vietnamien, le Quoc Ngo. Il a été mis au point par un jésuite français, Alexandre de Rhodes, en 1651. On le verra plus tard, ce système d'écriture va jouer un rôle considérable dans la diffusion des idées nationalistes et communistes au XXe siècle. Et c'est aujourd'hui le système d'écriture nationale au Vietnam. Voilà la raison donc pour laquelle des missionnaires comme Pignot de Béarn sont dans le Dai Viet à la fin du XVIIIe siècle. Cet évêque, pendant les années de guerre civile, prend fait et cause pour le futur Gia Long et emmène donc le fils de celui-ci à Versailles pour demander de l'aide au roi Louis XVI. Ils arrivent, le prince et l'évêque, à Versailles en 1787. Question timing, on a vu mieux. Vous me le concéderez. Par contre, ils arrivent à signer un traité entre Louis XVI et Gia Long pour apporter une aide militaire. Mais qui dit 1787 dit 1789. Alors, autant vous dire que Louis XVI a d'autres chats à fouetter qui vont l'empêcher d'honorer le traité avec le roi du Vietnam. Mais l'évêque Pignot de Béarn ne se laisse pas abattre et lève des fonds par lui-même pour venir en aide au futur Gia Long. Une aide qui, si elle ne fut pas décisive, fut néanmoins significative. Et cela explique la tolérance envers les catholiques pendant le règne de Gia Long. Mais tout va changer avec son successeur Minh Mang de 1820 à 1841. Contrairement à son père, Minh Mang va mener une politique agressive de colonisation
Il conquiert par exemple des territoires cambodgiens et laotiens et l'ensemble de son empire ressemble beaucoup à la future Indochine. Politique agressive aussi de confucianisation et de centralisation du pouvoir. Minh persécute les Chams musulmans, les bouddhistes. Il cherche aussi à ramener sous sa houlette tous les seigneurs locaux du royaume. Et Dieu sait qu'il y en a eu à cause de la période trouble de guerre avant la reconquête de Zalong. Mais cette politique agressive se heurte à la résistance de tout ce que cette mise au pas n'arrange pas. En plus, la première moitié du 19e siècle est marquée par des difficultés économiques importantes. On compte ainsi, tenez-vous bien, 4400 révoltes entre 1800 et 1858. Et je vais vous parler de la plus dangereuse de ces révoltes, qui démarre en 1833 dans le sud du royaume, dans le fief d'un ancien général de Zalong, où le fils de celui-ci, Lê Văn Khôi, fédère autour de lui tous les mécontents du pays. Les colons chinois, les gens exilés du Nord, les fonctionnaires désabusés, les catholiques mécontents du manque de liberté religieuse, ainsi que les Khmers et les Chams musulmans. Lê Văn Khôi appelle à s'opposer au roi et à faire sécession. Par conséquent, 6 provinces du sud se soulèvent, menaçant le rêve de centralisation de Minh Mang. Le roi envoie ses troupes, mais il lui faudra 2 ans pour mater la rébellion. Après, la répression est alors sans pitié. Il paraît qu'un jour, à Saigon, 1200 hommes ont été enterrés vivants. Le missionnaire français Marchand, le père Marchand, est soumis au supplice des 1000 plaies. Je ne vous fais pas un dessin et je ne vous fais pas raconter le supplice des 1000 plaies. Tapez ça sur Google, c'est pas joli. Et la persécution des catholiques, qui ne sont pourtant qu'une composante parmi d'autres de la révolte, est particulièrement sanglante. Et à partir de 1835, cette persécution sera permanente sous le règne de Minh Mang et de ses successeurs Trieu Tri et surtout Tu Duc. Or, les missionnaires sont aux premières loges de cette répression et en sont même les victimes, comme nous l'avons vu avec le père Marchand. Et leurs relais en France vont en faire leur chou gras dans leurs journaux, au moment même où, sous la Restauration et le Second Empire, le catholicisme français se fait de plus en plus militant. Et cette répression qui ne fléchit pas au XIXe siècle est donc le prétexte à l'intervention française en 1858. Mais je dis bien prétexte et pas la cause. Bien sûr, Napoléon III est un souverain catholique et il interviendra au Liban en 1860 et en Corée en 1866 sous le même prétexte, protéger les minorités chrétiennes. Mais il faut chercher ailleurs les véritables raisons de l'intervention française. Car voyez-vous, Napoléon III, et ça c'est la première raison, voulait absolument rivaliser avec l'Angleterre en redonnant à la France le prestige d'un empire. C'est pour cela qu'il participe à la guerre de Crimée. C'est pour cela qu'il aide l'Angleterre lors de la deuxième guerre de l'opium. Et c'est pour cela aussi qu'il initie l'expédition du Mexique, qui, même si elle se termine en Bérésina, Napoléon, tout ça, enfin, je me comprends. L'expédition du Mexique, qui est un échec, mais qui montre la détermination de Napoléon III à faire de la France une puissance mondiale qui se projette partout. Eh bien oui, pendant que les Anglais occupent Singapour et Hong Kong et contrôlent l'accès à l'Eldorado chinois, nous les Français, on est là à rien faire? Ben non, faut y aller quoi. Et pour Napoléon III, il faut y aller aussi pour soutenir le nouveau capitalisme français. Il était convaincu
que les colonies pouvaient servir de débouché à l'industrie française et être source de matières premières. Et en ça, il était complètement en phase avec les banques, les compagnies d'assurance et les industriels de l'époque qui poussaient pour une politique plus agressive. La troisième raison pour laquelle les Français vont débarquer au Vietnam, c'est que tout le monde y va à l'époque. Le contexte mondial est celui d'une poussée générale vers l'Asie. Quelques exemples. L'India Act, qui transfère toute l'Inde à la couronne britannique, c'est 1858. Et au même moment, les Américains envoient leurs navires de guerre au large du Japon pour forcer le Japon à s'ouvrir au commerce. Donc, on peut résumer que les catholiques, ils sont bien gentils, mais ils ne sont qu'un prétexte. Recherche de prestige et de débouchés économiques. Appétit pour le marché chinois vont donc conduire la France à envoyer des troupes dans le territoire de ce qui s'appelle alors le Dainam en 1858. La conquête va se faire en deux phases. Une première phase sous le Second Empire, 1858-1870, et une deuxième phase sous la Troisième République à partir du milieu des années 1870. Pour parler de la première phase, en 1858, les Français débarquent à Da Nang et puis conquièrent le sud du royaume. Les Français signent le traité de Saigon en 1862 qui leur octroie 3 provinces du sud. Puis, en 1867, les marins français sur place annexent unilatéralement 3 autres provinces, faisant ainsi de la politique du fait accompli un fait majeur de la colonisation au Vietnam. À noter que le suzerain chinois a été incapable de venir en aide à son vassal du Dainam, car la Chine est alors en pleine guerre de l'opium. Les marins français donc qui ont fait la conquête vont rester sur place et après 1867, le déclin du Second Empire qui aboutit à la défaite de 1870 gèle les positions au Dainam. Jusqu'au milieu des années 1870, les amiraux et les marins établis à Saigon y vont de leurs propres initiatives. Ils explorent le Mekong et se rendent compte qu'il est trop difficile d'accéder à la Chine par cette voie. Et ils tournent donc le regard vers le delta du fleuve Rouge. Et c'est en 1873 qu'un certain Francis Garnier occupe Hanoï, mais est tué dans des combats, ce qui pousse les deux parties à la négociation. Deuxième traité de Saigon, dit traité Philastre en 1874. Par ce traité, s'il évite la colonisation de tout le Dainam, le traité Philastre met en place les bases de ce qui sera le protectorat français. Et il acte surtout la perte de tout le sud qui devient la Cochinchine. Après 1877, la Troisième République française se stabilise. Et à partir de là, elle se lance dans une politique d'expansion coloniale plus agressive. Et la figure principale de cette politique expansionniste, c'est Jules Ferry. Oui, le même qui a institué l'école obligatoire et gratuite. Ce même Jules Ferry sera surnommé Ferry-Tonquin à cause de ses visées expansionnistes. Et ses motivations sont absolument les mêmes que celles de Napoléon III en son temps. Après la défaite de 1870, les républicains français voyaient dans la colonisation une manière de retrouver de la grandeur et de bâtir la plus grande France. À cela, ils ajoutent la mission civilisatrice de la République, dont le devoir est d'apporter les lumières au monde, bien sûr. Du coup, en 1883, quand un autre marin prend une initiative et occupe Hanoï sous prétexte de porter secours à des marchands français, le gouvernement Ferry l'appuie. Il fait voter des crédits à la Chambre et envoie des renforts militaires. Mais cette fois-ci,
la Chine intervient et vient au secours de son vassal du Dainam. Et c'est la guerre franco-chinoise. Cette guerre va durer de 1883 à 1885. Et les Chinois, et ceux qui ne sont pas encore les Vietnamiens, mais qu'on va appeler les Vietnamiens parce que c'est plus simple, les Chinois et les Vietnamiens vont essayer de résister au rouleau compresseur français sans y parvenir. Et ce qui est frappant, c'est que pas moins de 5 traités sont signés entre Français, Chinois et Vietnamiens en 2 ans. 3 traités avec le Dainam et 2 avec les Chinois. En fait, les souverains du Dainam ont envisagé ces traités comme des arrangements temporaires sur lesquels ils pourraient revenir soit par la négociation, soit par la force, vu que la Chine était engagée à leur côté. Mais ce qu'ils appréciaient très mal, c'est qu'ils avaient mis le doigt dans un engrenage fatal. Car les Français étaient là pour rester. Et leur puissance militaire était de très loin supérieure à celle des Chinois et à celle des Vietnamiens. Et c'est à de véritables boucheries qu'on assiste pendant la guerre franco-chinoise et vietnamienne. Elles ont été décrites par exemple par l'écrivain Pierre Loti, qui est alors officier de marine, dans des articles retentissants au Figaro en 1883. Extrait, je cite. C'était une espèce d'arrosage qui les couchait tous, par groupe, dans un éclaboussement de sable et de gravier. Et puis on s'amusait à compter les morts. Cela pouvait bien faire 800 ou 1000. Les matelots discutaient là-dessus, établissaient même des paris sur la quantité. Plus personne à tuer. Alors les matelots, la tête perdue de soleil, de bruit, sortaient du fort et descendaient se jeter sur les blessés, avec une espèce de tremblement nerveux. Ils les achevaient en les crevant à coups de baïonnette, en leur cassant la tête à coups de crosse. Fin de citation. Ah, ce joli mot de pacification. N'oublions donc pas que derrière chaque traité qu'on évoque ici, il y a des massacres comme celui que nous venons de décrire. Et le résultat de ces boucheries, ce sont les traités Patnoutre en 1883, Armand en 1884 et le premier traité de Tianjin avec la Chine en 1884 aussi. À l'occasion de ce traité, les Français font alors brûler le sceau présenté en 1802 à Zhalong par l'empereur chinois et qui représentait la suzeraineté chinoise sur le Dainam. Mais les hostilités recommencent en 1885 avec l'affaire du Tonkin qui fait tomber le cabinet de Ferry en France. Mais cela n'allait pas changer les choses pour le Dainam. Au contraire, les hostilités continuent jusqu'à un deuxième traité de Tianjin entre la France et la Chine. Et là, c'est la fin des haricots pour le Dainam. La Chine s'engage à retirer ses troupes, à ne plus intervenir au Dainam et à reconnaître les traités entre la France et les souverains viet. Bref, les carottes sont cuites. Elles sont bel et bien cuites pour le Dainam. La France prend possession de tout le sud et impose un protectorat sur le centre et le nord du royaume. Il y a bien sûr une insécurité chronique entretenue par des mercenaires chinois restés au Dainam, qu'on a connus sous le nom de pavillon noir, et par d'innombrables groupes soutenus plus ou moins tacitement par les souverains viet de la cour de Hue. À la cour de Hue, justement, c'est le chaos. Depuis la mort du roi Turuk en 1883, après 31 ans de règne. Et c'est une période dans le Dainam comparable à l'année 69 à Rome. Vous vous souvenez, 3 empereurs se succèdent en un an. Au Dainam, ce sont 2 régents qui tirent les ficelles. D'abord, ils destituent le premier roi au bout de 3 jours. Hop. Le deuxième, ils le déposent et le forcent à se suicider pour avoir signé un traité établissant le protectorat français. Ils en mettent un troisième au pouvoir
et le laisse régner 8 mois avant qu'il ne meure dans des conditions suspectes. Suivez mon regard. En fin de compte, les deux régents placent sur le trône un jeune souverain de 13 ans, Ham Nji, en août 1884. Et il se rebelle dans une rébellion que les Français matent dans le sang avant de mettre à sac la capitale Hue. À ce moment-là, un des régents prend le jeune roi de 13 ans et s'enfuit avec lui, ce qui marque le début du mouvement d'insurrection baptisé Aider le roi. En réponse, les Français placent sur le trône un autre roi, Dong Can. Et avec le règne de Dong Can, à partir de 1885, le Dainam n'existe plus comme État souverain. La France en fait 3 entités en une colonie, la Cochinchine, 2 protectorats, l'Annam et le Tonkin, que la France contrôle via un roi sans aucun pouvoir. Et en ajoutant à ces territoires les conquêtes cambodgiennes et laotiennes dont on n'a pas parlé ici, l'Indochine est née. Mais comme nous l'avons vu, la nouvelle colonie est déjà contestée par un roi en cavale. Au prochain épisode, on parlera de l'Indochine française et du système colonial. Nous couvrirons la première moitié du XXe siècle, où les Français construiront une entité qui fera leur fierté, mais qui ne fera jamais de place aux revendications nationales autochtones. Qu'ils soient en opposition frontale ou qu'ils aient le désir de coopérer avec la République, les autochtones ne seront jamais intégrés à la Troisième République. Et c'est là le ferment de la future guerre de décolonisation. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien et salut hein. Nyawadna jake